Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h17, on est en direct sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir avec Jules Torres, avec Véronique Jacquier. Nous attendons Henri Guénaud, essayiste et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui ne devrait pas tarder à arriver dans ce studio, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est Madame Hidalgo, hein. Oui, c'est Madame Hidalgo et les embouteillages du vendredi. Il faut lui donner des excuses à Monsieur Guénaud. Dans Paris. Et je suis certaine d'ailleurs, en l'occurrence, que certains auditeurs d'Europe 1 qui sont au volant de leur voiture pensent la même chose au moment où nous parlons. On va peut-être commencer avec ce rapport sur la présence des frères musulmans au sein de la société française. C'est passionnant et Henri Guénaud nous rejoindra en temps voulu. D'abord, rapport qui pointe le rôle joué de cette volonté d'entrisme un peu partout, que ce soit à l'école, dans le sport, sur les réseaux sociaux. D'abord, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez été surpris par la teneur du rapport? Est-ce que c'était une surprise? Pas du tout. Véronique Jacquier. Ah non, pas du tout. C'est pas une surprise dans la mesure où on voit bien quand même que il y a un entrisme, comme vous venez de le dire, dans le sport, que nous posons la question du voile comme un porte-étendard depuis des années. Alors il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a les naïfs, il y a les pas naïfs. Qu'il y a la question de la structuration d'une contre-société et qu'on le constate là encore tous les jours et qu'il faudrait être naïf pour ne pas le voir, et que ça a été quand même aussi un sujet de la dernière présidentielle, notamment porté par Éric Zemmour, il faut dire les choses, quand il appelait à ouvrir les yeux sur cet entrisme porté par les frères musulmans, par cet entrisme islamiste. Donc non, pour moi ce n'est absolument pas une surprise. Et puis souvenez-vous aussi en 2017 d'ailleurs, François Fillon, qui avait écrit un ouvrage, Vaincre le totalitarisme islamiste, et qui était le seul à l'époque à porter cette dimension-là, et son livre d'ailleurs s'était très très bien vendu, et à droite c'était le seul qui à ce moment-là avait porté cette dimension-là. Alors on parlait pas de frères musulmans, mais quand même le sujet commençait à poindre, et on voit que maintenant on est en plein dedans. Après la question c'est, est-ce qu'il est pas trop tard pour agir? Est-ce que tous les sujets sont abordés dans le rapport? Moi il me semble qu'il y a un sujet qui n'est pas abordé, c'est celui de l'entrisme sur le terrain électoral, c'est-à-dire que 2026 va être un sacré test quant à des listes communautaires, pourquoi pas noyautées par les frères musulmans. Je sais que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est très attentif à cette question. Voilà, c'est une question parmi d'autres qui n'est pas forcément soulevée dans le rapport. Bon, Jules Torres, 139 lieux de culte musulmans liés aux frères musulmans, dont 7% des 2800 lieux de culte musulmans. Alors, les chiffres, quand on les édicte de la sorte, on n'a pas le sentiment que c'est important, mais dans les faits, les frères musulmans sont extrêmement puissants. Ils ont déjà commencé leur œuvre au sein de la société française. Ils sont extrêmement puissants. Ils sont là depuis 70 ans. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont travaillé sur ce sujet, c'est aussi le cas de Véronique, n'ont pas été étonnées par ce rapport qui est quand même important, puisqu'on a désormais un rapport, et ça c'est quasiment inédit en Europe, on a un rapport qui dresse de manière très chirurgicale, très incisive, l'état aujourd'hui de la menace. Mais il y a eu des livres bien avant cela. Il y a eu le livre de Florence Bergeau-Blaclair, il y a eu les livres d'Hugo Micheron, il y a des lanceurs d'alerte comme Georges Bensoussan, les territoires perdus de la République, de Bernard Rougier, des personnes qui ont alerté sur ce sujet-là depuis au moins une vingtaine d'années, et pour Georges Bensoussan depuis au moins une trentaine d'années. Donc tout ça, on le savait. En revanche, oui, il y a ces centaines de mosquées, ces milliers de fidèles qui potentiellement, sont exposés à ces discours très radicaux. Moi, ce qui m'a beaucoup heurté dans ce rapport, d'abord, c'est l'aspect éducatif, puisque c'est là qu'on crée des frères musulmans en puissance. Ce sont dans les écoles parfois coraniques. On a beaucoup parlé du lycée Averroès, du lycée Al-Kindi à Lyon. C'est aujourd'hui des territoires, des écoles qui sont protégées par la République, et évidemment elle doit s'en prendre. Et le deuxième sujet, je pense que c'est le sujet le plus important et qui parle le plus de l'époque, c'est les fameux imams TikTok, les fameux imams Google, parce que un imam rigoriste qui parle à 400 fidèles dans une mosquée, moi ça me paraît dérisoire par rapport à un imam sur TikTok qui parle à 800 000 personnes, où il n'est quasiment pas contrôlé, notamment par les services de renseignement, et qui peut prêcher la haine, dire
dire que on ne peut pas écouter de musique, dire que les jeunes filles de 6 ans à 15 ans doivent porter le voile, ça c'est ça oui, il y a des incitations. Bien sûr, il y a des incitations. Souvenez-vous, quand il y a eu l'interdiction de l'abaya, il y a eu un mouvement sur TikTok, de jeunes femmes, effectivement, qui incitent les autres jeunes femmes à porter le voile. Henri Guénaud, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Essayiste et ancien conseiller Nicolas Sarkozy, on était en train de dresser le bilan de ce rapport sur la puissance des frères musulmans en France, l'entrisme et leur volonté de s'intégrer sur les réseaux sociaux, dans les écoles, un peu partout. D'abord, personne n'était surpris autour de ce plateau, du résultat de ce rapport. La question est de savoir, les frères musulmans, effectivement, j'aimerais vous poser la question, vous qui avez été ancien conseiller Nicolas Sarkozy, qui avez été dans les arcanes du pouvoir, est-ce que vous étiez au courant depuis combien de temps que ces frères musulmans étaient en train de prendre l'ascendant en France, et pourquoi a-t-on laissé faire ? Alors, d'abord, ce rapport nous apprend rien sur la présence des frères musulmans et même sur leur importance dans le tissu français. En revanche, il nous montre très bien comment il se déploie, comment il se développe, et de ce point de vue-là, tout ça, on en avait une certaine idée, mais ça offre de la matière solide, voilà, pour pouvoir en parler. C'est-à-dire, on sort du vague et de l'hypothétique pour mais vous le entrer dans saviez, le Henri solide. Guénaud, vous le saviez, vous, à titre personnel, ce rapport, il ne vous apprend rien. Non, mais alors, ce qu'on savait pas, c'est ce qu'on ne connaissait pas, parce que personne n'avait jamais fait ce travail, ce sont les différents réseaux, la façon, voilà, la cartographie, okay, si vous voulez, de cette toile qui petit à petit grandit. Voilà, personne n'avait fait ce travail de recensement, qui d'ailleurs est sans doute pas complet, parce que on peut pas tout voir même avec une enquête aussi fouillée. Puis d'autre part, on a, semble-t-il, qu'une partie du rapport, donc il y a une partie qui reste secrète. Alors moi, je trouve que c'est un bon rapport qui est utile. En revanche, je trouve que l'exploitation qu'on en a fait, l'analyse qu'on en a tirée, je parle pas des auteurs du rapport, paraît en réalité assez désastreuse. Alors, j'ai déjà dit, je crois, ce que j'avais à dire publiquement sur ce sujet, c'est dément. Bon, la proposition est démente, elle est doublement démente. Vous parlez de celle de Gabriel Attal, de l'interdiction du port du voile avant 15 ans. Si c'est ça le débat public français, je pense qu'on est mal parti. C'est un peu ça le débat public français. Non, mais là, on atteint, c'est le sommet. Vous avez un monsieur qui a été Premier ministre, qui est patron du parti macroniste, donc bloc central, et qui vient de la gauche du Parti socialiste. Bon, et qui, il y a quelques mois, expliquait au président du Rassemblement national que c'était scandaleux parce qu'il voulait interdire le voile dans la rue. Bon, et qui maintenant vient expliquer que c'est une très bonne idée, qu'il faut le faire. Je veux dire, si on continue à faire de la politique comme ça, on est très 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 mal parti. Voilà. On va continuer d'en parler. Je vous sens très remonté, Henri Guénaud. On est obligé de marquer une toute petite pause. Il y a le journal permanent dans un tout petit instant sur Europe 1. Henri Guénaud est avec nous. On va réécouter aussi les mots d'Éric Zemmour. On va les réécouter parce que vous voulez effectivement, vous dites stop, on peut pas aller aussi loin dans les propositions, mais c'est intéressant aussi d'entendre votre point de vue. C'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Henri Guénaud, essayiste et ancien conseiller Nicolas Sarkozy, est toujours dans ce studio avec Véronique Jacquet, avec Jules Torres. On vous sentait, Henri Guénaud, juste avant le journal permanent, très remonté contre les réactions qu'il y a eu après le rendu public de ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans et de leur l'implication dans la société française, notamment dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Vous disiez c'est allé trop loin. Vous dites c'est allé trop loin. La proposition de Gabriel Attal, ça va pas. Les réactions ont été disproportionnées. On mélange tout. Un instant, parce qu'elle pose un vrai problème. La proposition de Gabriel Attal. D'abord, il n'est pas question, à mon sens, de rendre invisible la religion dans l'espace public. Voilà.
On va pas faire aux musulmans ce qu'on a fait aux juifs à une certaine époque. Vous avez le droit d'aller à la synagogue, mais les synagogues, elles doivent pas être dans les rues fréquentées, elles doivent avoir des façades qu'on ne voit pas. Donc, il faut invisibiliser la religion. Il n'y a aucune raison. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, ça n'a rien à voir non plus avec la question qui, moi, m'importe le plus, mais on va y revenir, qui est celle de la civilisation. Ça, c'est pas possible. Alors, on peut faire dans des cas extrêmes, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons, à mon sens, des raisons religieuses. L'État n'a pas à se préoccuper de savoir si le bout de tissu sur la tête, c'est un sujet religieux ou pas. Nous avons un sujet de civilisation. Si vous le traitez sur le plan de la laïcité... Les religieux sont interdits, vous êtes d'accord avec ça, Henri Guénaud? Et non, je suis pas d'accord. Je pense que on a interdit les signes religieux à l'école. Mais d'abord, on n'a pas le droit de porter une croix à l'école, normalement. D'abord, c'est à l'école. Et deuxième, mais oui, je trouve ça pas normal. Je vais vous dire, je pense que on a interdit on a interdit les voiles et puis sur la base sur le fondement des signes religieux. Donc du coup, on a interdit la petite croix, la médaille de baptême. Alors personne ne va toujours fouiller, mais en réalité, dès que ça se voit, ça devrait être sanctionné. Bon, le problème de l'école et des enfants, c'est que l'école est un lieu d'émancipation et qu'à ce titre, d'abord le foulard sur la tête est un signe d'asservissement qui n'a pas sa place dans l'école. Mais vous êtes d'accord avec ça? Mais je suis parfaitement d'accord. C'est le motif sur lequel je suis pas d'accord. C'est-à-dire que il faut pas mettre la laïcité à toutes les sauces. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, la neutralité de la puissance publique, la neutralité des personnels qui servent l'État et de la puissance publique, des agents publics, mais c'est pas la neutralité de l'usager du service public. Bon, et en plus, quand vous utilisez à tout bout de champ la laïcité pour combattre pour vous aventurer sur un terrain qui en réalité est un sujet de civilisation, eh bien, c'est-à-dire ce qui fait le ciment d'une société dans lequel s'ancrent les institutions, le droit, la légitimité des pouvoirs, etc. Bon, et les rapports entre les gens, ça veut dire que vous placez le sujet sur le terrain religieux. Mais sur le terrain religieux, vous vous heurtez immédiatement à la liberté de conscience. Donc, c'est une impasse. Voilà, c'est une impasse. Donc, la question, encore une fois, d'ailleurs, la burqa n'a pas été interdite pour des raisons de laïcité, elle a été interdite pour des raisons d'ordre public, parce qu'on a voulu éviter la question de la laïcité. Aussi. Donc la baya, la baya, c'était les signes religieux comme les foulards. Mais ça, c'est une erreur. Et je vais un peu plus loin parce que c'est doublement une erreur. Non seulement ça vous met sur le terrain de la religion avec l'impasse que je viens de citer, mais ça vous interdit en réalité de le faire dans les écoles religieuses sous contrat et a fortiori hors contrat. Or, moi, je pense que à partir du moment où c'est un problème de civilisation, un problème de valeur de civilisation, l'émancipation, l'école c'est un lieu d'émancipation, il faut refuser le voile sur la tête, pas la petite croix, la médaille de baptême, mais non seulement dans les écoles publiques, mais dans toutes les écoles. Les écoles sous contrat et même les écoles hors contrat. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en arriver maintenant à une obligation d'envoyer les enfants à l'école, et puis il faut, alors ça plaira pas à tout le monde, on peut faire quelques exceptions, mais je sais qu'il y a des gens qui tiennent beaucoup à l'éducation à la maison, mais on a un problème de société là qui est devenu d'une gravité extrême. Donc il faut que l'école, ce qui mérite le nom d'école et qui doit faire l'objet d'une autorisation et d'un contrôle, répondent à un certain nombre de conditions. Voilà, il faut qu'on fasse une charte de l'école et école, ce qui répond à ces conditions. Quand ça répond pas à ces conditions, on interdit, on ferme, voilà, et on n'en parle plus. Et on pourrait même étendre ça à tout ce qui accueille des enfants pour leur enseigner. Excusez-moi, Henri Guénaud, c'est passionnant ce que vous dites, mais ça ne concerne qu'un secteur. Jules Torres soulignait la puissance des frères musulmans sur les réseaux sociaux. Tous les gamins sont connectés aux réseaux sociaux. La puissance, comment on arrive à les cadrer? Parce que l'école, c'est vrai, vous avez raison, Henri Guénaud, mais les réseaux sociaux, on fait quoi? Tous les gamins ont accès à ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux méritent d'abord qu'on les surveille. Mais oui, mais on n'a pas le moyen, on n'a pas le levier pour les surveiller. Si, on a des leviers pour les surveiller. On a des leviers pour les surveiller, on a des leviers pour traquer les gens. Bon, alors, après, on peut pas tout. Non, mais après, on peut pas tout, mais ça ne concerne pas seulement le problème dont on parle aujourd'hui. Ça concerne toute l'éducation de nos enfants, qui peuvent être manipulés par un tas de gens. Ça va du complotisme au fanatisme
fanatisme religieux, politique, etc. Donc ça, on a un vrai problème avec les réseaux sociaux. Mais le principal outil qu'on a pour essayer de combattre cela, au-delà de la surveillance et des sanctions contre les gens qui attisent la haine et la violence sur les réseaux sociaux, il y a l'école. C'est-à-dire que plus il y a d'effets délétères des réseaux sociaux, plus il faut d'écoles, et plus il faut d'écoles qui enseignent et qui éduquent. Voilà. Et là, notre école, elle est en ruine. Mais justement, ça c'est vrai, Jules Torres. Le prolongement de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura beau sanctionner, pour lutter efficacement contre l'islamisme et les frères musulmans, il faut un projet. Il faut un projet, il faut une culture. On a un président qui nous avait dit, il n'y a pas de culture française. Comment vous récupérez ces gens-là qui possiblement peuvent aller vers la radicalité, vers des idéologies qui sont contraires aux valeurs françaises, alors qu'on ne leur propose rien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi ils se dirigent vers des projets qui, pour le coup, ont vraiment des idées, qui ont un vrai projet. Vous avez parfaitement raison, et c'est bien pour ça que moi je me bats pour qu'on mette au cœur de la politique la question de la civilisation. Voilà. Il n'y a pas de société qui ne soit soudée par un ciment de civilisation. Bon, et donc ça conditionne tout le reste. Bon, et ça conditionne en particulier notre capacité d'assimilation. Je dis bien assimilation et pas intégration. On a renoncé à aborder cette question, on l'a rejeté d'un revers de la main en disant c'est de l'extrême droite, enfin tout ça est absurde, et on a renoncé à l'assimilation. Bon, donc il faut bâtir une politique d'assimilation sur une politique de civilisation, et il faut changer pour ça aussi non seulement les fondements de notre éducation, de notre école, etc., mais les fondements de notre droit. Donc moi je milite pour que on élargisse la notion d'ordre public et qu'on passe de l'ordre public matériel à l'ordre public immatériel qui se dessine dans certaines jurisprudences. Alors on l'a vu avec le lancer de nains, on a dit c'est contraire à la dignité humaine. On vient de le voir. On vient de le voir avec Madame Le Pen qui est considérée par le juge comme une menace contre un ordre public immatériel qui était jusque-là inconnu, qui est l'ordre public démocratique. Mais alors, il faut pas laisser ça à la créativité des juges, comme ça, sans le cadrer. Il faut qu'on ait maintenant un vrai débat et qu'il en sorte vraiment une idée de l'ordre public immatériel qui soit assumée et qui soit encadré, qui soit endigué, qui permette de combattre tout ce qui va finir par nous empêcher de vivre ensemble. C'est autre chose que la lutte contre le terrorisme. Elle existe, il y a des moyens, mais c'est ce problème-là qui est le pire. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça concerne pas la lutte contre le terrorisme que c'est moins dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si vous mettez deux civilisations concurrentes sur le même territoire, vous aboutissez à la guerre des civilisations et les gens finissent par s'entretuer. Voilà. Mais ce qui nous menace, c'est bien la cohésion nationale, c'est-à-dire l'affrontement entre une société française qui a encore quand même des lambeaux de civilisation commune et de civilité. De civilité. Vous voyez, par exemple, la civilité, la politesse de la civilité, ça paraît dérisoire, mais pas du tout. Chaque société a sa forme de politesse qui permet de régler un tas de problèmes de relations entre les gens. Bon, eh bien, dans la civilité française, par exemple, on se découvre quand on entre chez quelqu'un ou quand on entre dans une salle de classe, que ce soit une casquette, que ce soit une kippa, que ce soit un turban, que ce soit un foulard. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il faut se mettre d'accord sur les fondements de civilisation de la civilisation dans laquelle nous vivons et qui légitime nos institutions, notre droit. Véronique Jacquet, une question à vous poser. Justement, non mais quelle politique de civilisation, Henri Guénaud, à quoi doit-elle ressembler cette politique de civilisation? Comment vous définissez encore notre civilisation? Avec quel héritage judéo-chrétien? Est-ce qu'on doit affirmer l'identité chrétienne? Parce que, pardonnez-moi, mais l'entrisme des frères musulmans, pour moi, c'est quand même une forme de guerre sainte qui est faite à l'Occident. On peut pas rester aveugle face à cette dimension des choses. Moi, je refuse d'entrer sur le terrain de la religion parce que ça oblige les pouvoirs publics ou la puissance publique mais vous dites une civilisation contre une autre civilisation. Non, mais une civilisation est porteuse de religion et inversement. Non, c'est pas la civilisation qui est porteuse, c'est la religion qui est porteuse de civilisation, qui a été la matrice de toutes les civilisations. Mais je vous donne un exemple. Moi, on est souvent venu me dire, la laïcité, ça, c'est un principe, mais pourquoi dans le calendrier, il y a des jours fériés pour les fêtes religieuses et puis catholiques, et puis il y en a pas pour les musulmans ou pour les hindous, eh bien, il y en a pas. Pourquoi? Parce que les fêtes religieuses qui sont dans le calendrier comme jours fériés, par exemple, n'y sont pas comme des fêtes religieuses, elles y sont comme des faits de civilisation.
Voilà, c'est devenu des faits de civilisation. Et c'est à ça qu'il faut nous attacher. Et parce que ce sont des faits de civilisation et que les autres religions n'en sont pas, n'ont pas accouché de faits de civilisation, en tout cas en France, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas trouver des accommodements intelligents. Je veux dire que on l'a toujours fait dans les années 60, dans les années 70, il y avait des circulaires pour dire vous veillerez à ne pas faire des examens tel jour, ou tel autre jour, et tout ça se passait très bien. Maintenant, il y a une revendication qui est une revendication qui vient percuter nos valeurs de civilisation, voilà, dans laquelle les religions doivent pouvoir vivre ensemble sur le fondement de la liberté de conscience, mais dans laquelle nous avons le droit de nous interroger sur les pratiques sociales qu'elles peuvent engendrer, sans s'occuper des textes religieux, de savoir si le prophète a dit qu'il fallait porter un foulard ou pas. Bon. On va y revenir, Henri Guénaud. Il y a plein d'autres sujets passionnants à aborder avec vous. Je suis contrainte de faire donc cette annonce antenne. Excusez-moi, Monsieur Guénaud. C'est important. Europe 1, radio officielle de Roland Garros, c'est la seule radio à vous offrir la finale dames et la finale messieurs. Attention. Jouez maintenant, vous tentez de gagner vos places pour deux. Pour la finale dame, envoyez dame par SMS au 7 39 21 et pour la finale messieurs, messieurs au 7 39 21. Dames ou messieurs au 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS jusqu'au 8 juin. L'élite du tennis mondial est sur votre radio préférée. Le journal permanent, c'est dans un tout petit instant et Henri Guénaud reste avec nous. Dimitri Vernet va venir nous rejoindre également. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h45, Henri Guénaud est toujours dans ce studio et nous continuons d'échanger sur l'assimilation. C'est extrêmement important. La question que je vous posais, Henri Guénaud, c'est comment faire. Alors oui, l'école, mais ça c'est pour la suite, parce que ce sont des enfants qui seront l'avenir de la France. Mais aujourd'hui, l'assimilation, comment peut-on la mettre en œuvre? Est-ce que c'est encore possible, Henri Guénaud? C'est absolument majeur parce que les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, dans 5 ans, ils auront 10 ans. Oui, bien sûr. Dans 10 ans, mais ils auront 15 ans. Il y a urgence aujourd'hui. Et vous voyez bien que les frères musulmans, puisque c'est d'eux que l'on parle et qu'il n'y a pas qu'eux qui font ça, ils prennent en charge la vie des gens et que évidemment, la formation, l'éducation, l'instruction sont un pilier de leur action. Enfin, c'est très central dans leur action parce que c'est là que ça se joue. Parce que l'enfant, il peut être soit un élément de diffusion. Mais on est d'accord avec vous là-dessus, Henri Guénaud. Je vous promets, vous avez raison. Islamiste, soit ils peuvent être les véhicules d'une transformation de la culture des parents, des familles. Mais l'école, c'est capital. Mais que faire? Je voudrais quand même, pardon, Henri Guénaud, juste revenir à la première question. On parlait des enfants. Mais oui, vous avez raison. Mais revenir à la première question, comment a-t-on laissé des frères musulmans s'installer comme ça en France depuis des dizaines d'années en fermant les yeux? Mais comme on a fermé les yeux sur beaucoup de choses, comme on a fermé les yeux sur les trafics de drogue, comme on a fermé, pourquoi? Parce qu'on voulait, soi-disant, maintenir la paix civile. Hein, mais on le savait, on était bien d'accord, on le savait. Faire le jeu du Rassemblement national. Moi, j'ai entendu des gens pendant des années expliquer que, les petits trafiquants, tout ça, il fallait les laisser un peu tranquilles parce que si on les empêchait de trafiquer, ils allaient aller chercher de l'argent ailleurs, ce serait encore plus violent. Et donc, on fermait les yeux, tout, justice, police. Non, mais ça, c'est bien de le dire, Henri Guénaud. Voilà, avec des élus locaux. On a fermé les yeux. Voilà, tout le monde, pour avoir la paix. Et surtout, il y a un résultat. Le problème, c'est que ça ne débouche pas sur la paix, en réalité. C'est une paix factice, c'est une paix d'apparence qui va déboucher un jour ou l'autre sur un vrai conflit. Et sur un mensonge, si je peux me permettre. Moi, je suis comme vous, je suis assimilationniste, mais qu'est-ce qu'on dit aux musulmans qu'on a fait venir depuis 40 ans? C'est ça. L'immigration est un sujet majeur là-dedans. On a dit aux musulmans de venir en France, que la France était un Eldorado, qu'ils pouvaient venir comme ils sont. Et au final, 40 ans plus tard, on se rend compte que l'intégration ne fonctionne pas, que l'assimilation serait peut-être plus importante. Et là, on parle pas juste des jeunes, on parle de la 2e, 3e, 4e génération. Qu'est-ce qu'on dit à ces musulmans-là qu'on a jetés pendant 40 ans dans les bras de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon et qui aujourd'hui aux européennes votent à 62% pour la France insoumise. Ils auraient des raisons de détester la République et la France. Oui, alors, premièrement, le problème, c'est pas les premières, même 2e génération, qui se sont très bien, enfin, moi, j'ai vécu enfant avec dans le Midi, avec des gens qui venaient d'Afrique du Nord et qui non seulement s'intégraient, mais s'assimilaient et avaient une volonté assimilatrice. Ce qui nous arrive aujourd'hui, et qui est le plus grave, c'est que des enfants de 3e, 4e génération se désassimilent.
C'est-à-dire, il y a un phénomène de désassimilation, puisqu'on a renoncé nous-mêmes à assimiler, peut-être parce qu'on n'avait plus, il ne pouvait plus s'assimiler à quoi que ce soit, puisqu'on avait tout, on avait renoncé à tout, mais en tout cas, on a renoncé délibérément, et ça, c'était une politique de la République, c'était une politique de la France depuis toujours. Voilà, l'assimilation. Moi, je me souviens de gens qui nous expliquaient. On a lâché l'affaire. On a lâché l'affaire. Non, mais c'est un choix idéologique, c'est un choix politique. Encore une fois, je ne demande pas aux gens d'oublier leur histoire, leur famille, même pas leur prénom, puisqu'on a décidé un jour que l'officier d'état civil ne pouvait plus trier les prénoms, mais il y a longtemps. Non, mais c'est vrai, Henri Guénaud a raison. Il y avait des obligations, il y a combien de temps? Mais ça, c'était pour tout le monde. Après, on a avancé très bien. Je ne vais pas demander à quelqu'un à une mère de ne pas pouvoir donner le prénom de sa mère à sa fille. C'est pire. Bon, donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la prise en partage d'éléments de civilisation communs qui permettent de vivre ensemble. Prendre en partage quelque chose de plus. Voilà. Et ça, on y a renoncer. Vous savez, c'est au nom de la diversité. Voilà où on en est aujourd'hui. L'inclusion. Voilà. L'inclusion. Vous voyez, c'est le mot qu'on a trouvé à la place d'assimilation. Donc l'école n'est plus assimilatrice, elle est inclusive. Mais inclusive, ça veut dire qu'on met dans un même sac un tas de choses différentes, qu'on laisse différentes, qu'on valorise comme différentes. Finkielkraut citait un jour sa visite à son ancienne école primaire, et il dit c'est extraordinaire. Dans l'entrée, il y a longtemps, dans un de ses livres, il disait à l'entrée, je regarde, il y a un grand panneau, et puis il y a des noms d'enfants avec des flèches. Enfin, le grand panneau, c'était un planisphère, avec des flèches. Je viens de. Et il disait, mais c'est culte des origines. Moi, quand je suis arrivé, et il n'était pas français, il n'était pas catholique, et il disait, on m'a jamais posé la question de mes origines. On me demandait pas, on valorisait pas mes origines, et on ne me les demandait pas. On me demandait une chose, c'était de travailler et de respecter les règles. Voilà. Et ça, on est quand même capable de le faire, à condition de le vouloir très fortement. Oui, deux choses. L'école a été quand même sacrément déconstruite, et on a quand même bon nombre de professeurs qui adhèrent à une idéologie victimaire et repentante. Donc, comment reconstruire comme même une école digne de ce nom, une école de la République. Et puis la deuxième chose, est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu que les musulmans de France aussi se mobilisent pour dénoncer cet entrisme des frères musulmans, parce qu'ils en sont aussi les premières victimes? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais si vous leur opposez l'interdiction du foulard dans la rue, pour les petites filles de moins de 15 ans, si vous voulez, ça va pas, vous allez les jeter dans les bras des frères musulmans et de tous, voilà. Il y a deux choses, il y a un problème, socio-culturel, c'est que les frères musulmans, partout où ils ont agi, et le rapport le dit ainsi d'ailleurs, il dit, ils ont répondu à des besoins. C'est-à-dire que ils fournissent tout, la protection sociale, l'enseignement, les accompagnent. Enfin, on l'a vu en Égypte, c'était terrifiant. C'est-à-dire que après Nasser, c'était un pays laïque, d'ailleurs, comme la Tunisie, comme la Turquie d'Atatürk, etc. Et c'est là où ils ont voulu réislamiser, et ils se sont insérés dans la société comment? En prenant en charge les problèmes des gens. Bon, donc il faut aussi que la République, elle prenne en charge les problèmes des gens de façon républicaine. Mais Henri Guénaud, la République, surtout française, elle accompagne les gens plus que beaucoup d'autres. Mais non, en fait, pas du tout. On est très content d'avoir. Alors, c'est très bien d'avoir un tissu associatif très dense, parce que sans ça, l'État, il pourrait pas y arriver. Mais dans ce tissu associatif, on peut quand même faire le tri. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le but ultime n'est pas tellement de les aider, c'est de les ramener au sein d'une communauté soudée entre elles et soudée entre elles contre le reste de la communauté nationale. Voilà. Donc c'est tout ça. Mais tout ça, vous voyez, ça se fait pas dans l'hystérie, ça se fait pas dans l'émotion, ça se fait en y réfléchissant sérieusement, réfléchissant à l'état de la société, à ce que nous sommes, parce que nous ne savons plus finalement ce que nous sommes, ni ce que nous voulons. Voilà. Non, mais c'est très vrai, ça. Et là, face à ce débat, on assiste vraiment aux conséquences de la non-réponse à ces questions-là. Nous ne pouvons plus répondre à ces questions, et alors du coup, ça part dans tous les sens. On confond la lutte contre le terrorisme islamique avec l'action d'associations, d'organisations comme les Frères musulmans, mais tout ça est absurde, c'est une grande confusion, et ça finit par, on va interdire le voile dans la rue pour les jeunes filles de 15 ans, bien sûr, puis on va les arracher à leurs parents. On n'a qu'à arracher les enfants à leurs parents dès la naissance, comme ça, les déchoirs de la... Henri Guénaud, vous êtes très en forme. Ne donnez pas des idées à la table. Vous allez lui donner des idées. Ça vous a beaucoup énervé, cette proposition de Gabriel Attal. Du coup, on n'a que des réponses, comme on fait des réponses, faire de la communication politique, des réponses de radicalité caricaturale, qui ne va faire que creuser les fossés.
Merci infiniment, Guénaud, d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. Il est 19h53. 19h, 21h, Europe 1 Soir.